Donc on va travailler sur le bilan massif. Donc on va quantifier les quantités de lait mises en œuvre et on va quantifier tout au long de la journée le volume de lactosérum évacué. Et demain matin, on pourra quantifier le poids de fromage fabriqué. Donc bien entendu, la somme poids de fromage plus poids de sérum va être égale au poids de lait mis en œuvre. Et donc on pourra calculer finalement l'écart et déterminer si l'écart que l'on obtient est raisonnable ou pas, compte tenu des incertitudes de mesure qui sont liées au pesé. Donc ça va être le premier constat. Alors le premier constat va nous permettre également de réaliser effectivement en quelque sorte une sorte de cartographie sous la forme, pourquoi pas donc d'un histogramme, de la vitesse à laquelle le lactosérum est évacué. Et on pourra s'amuser à déterminer finalement la quantité de lactosérum perdu ou égoutté par heure. D'accord? Donc au moment du moulage, au moment de la première retourne, au moment de la deuxième retourne et au moment de la troisième retourne, voire du démoulage. Et tout ça sera calculé au prorata par rapport aux heures donc passées. Alors le deuxième travail va consister cette fois-ci à travailler sur le bilan chimique. Et là on va essayer de travailler au niveau de la matière grasse. Et donc vous allez être invité à faire des prélèvements. Au niveau de ces prélèvements, à faire la teneur en matière grasse, donc selon la méthode Gerber, et ensuite à quantifier cette matière grasse sur le lait, sur les lactosérums à chaque étape, et enfin sur le fromage. Donc par le fait d'un matin, on est à nouveau ensemble. Je vous donnerai un certain nombre d'informations complémentaires sur la notion du bilan matière, sur l'exploitation du bilan matière, et compte tenu des résultats que vous aurez, eh bien, vous nous réaliserez une petite présentation progressive au niveau des 3 sous-groupes constitués. Et puis enfin, le troisième travail va porter sur le calcium. Alors le calcium, on en a déjà parlé. On a vu que le calcium laitier était présent sous 2 formes, qui sont calcium soluble, calcium colloïdal. On trouve dans le lait 33% de calcium soluble ou colloïdal, soluble, et environ 67% de calcium, généralement on dit 65% de calcium colloïdal. Et donc, on va s'amuser à quantifier la quantité de calcium qui est présente dans le lait au moment où on va en présurer. Et ensuite, on va réaliser un suivi tout au long de la fabrication, à savoir sur les lactosérums. Donc, en contrôlant la teneur en calcium dans le lactosérum, on va mesurer en réalité le calcium soluble. Par différence, on pourra obtenir le calcium colloïdal, toujours présent théoriquement à l'intérieur de la structure de la micelle caséine, donc par le fait dans le réseau. Et on pourra ensuite réaliser une corrélation entre l'évolution de la teneur du lactosérum en calcium en fonction de son pH. Et on essaiera de voir s'il y a véritablement une relation étroite entre l'évolution du pH et l'acidité du lactosérum et l'effet de déminéralisation. Donc par le fait, on va avoir dans le cadre de cet exercice donc 3 objectifs. 1. Déterminer l'importance du travail en bassine sur l'égouttage. 2. Déterminer l'importance des retournements sur l'égouttage en termes de volume de lactosérum évacué par heure. 2. Quantifier l'évolution et la distribution de la matière grasse entre le lait, le fromage et les lactosérums. Expliquer pourquoi on trouve des différences entre les différents lactosérums au niveau de leur teneur en matière grasse. Pourquoi est-ce que tous les lactosérums n'ont pas la même teneur en matière grasse. Et 3. Apprécier la répartition du calcium entre le lait, le lactosérum et le fromage. Et donc l'effet du pH sur la déminéralisation. Quand vous serez amené sur un poste de travail à expliquer, à commenter quelque chose, ne mettez pas tout en pagaille, si je peux me permettre. Essayez à chaque fois d'avoir une progression. Alors en formation, on parle de progression pédagogique, mais en réalité en entreprise, vous serez aussi dans des progressions pédagogiques. Et si vous n'avez pas construit un tout petit peu votre présentation, ça risque d'être un petit peu difficile. Alors on revient sur les ferments d'acidification qui sont connaître la composition du cocktail. Donc qu'est-ce qu'on a dans le cocktail Flora Danica? Merde, si vous avez suivi mardi dernier, Lactococcus lactis, Lactococcus et Lactococcus diacétylacis. Et en réalité, c'est le nerf de la guerre, puisqu'on va quasiment les retrouver dans tous les cocktails de ferments acidifiants, donc de bactéries lactiques.
Lorsque on va utiliser des fleurs délicats, ou lorsque je vais utiliser des ferments chirodiens ou autres, bien souvent on va retrouver un cocktail. Dans ce cocktail, on va retrouver un certain nombre de sous-espèces. Et dans ces sous-espèces, on va retrouver bien souvent du Lactococcus acti, du Lactococcus cremoris, ça c'est le minimum. Cremoris. Et bien souvent associé à ce Lactalis et ce Cremoris, on peut trouver du diacétylactis. Alors ce n'est pas systématique. Pourquoi? Parce que le diacétylactis a un petit peu l'inconvénient, c'est qu'il il produit de l'arôme, du diacétyl, mais en produisant de l'arôme, il produit également un petit peu de CO2. Et donc par le fait, il peut provoquer des micro-ouvertures à l'intérieur des pâtes. Alors si vous souhaitez avoir un camembert en fin de vie qui a quelques alvéoles, pas de problème, vous mettez un petit peu de diacétylactis. Si vous voulez plutôt une pâte aveugle, sans trou, sans ouverture, sans yeux, eh bien en réalité on ne mettra pas de diacétylactis. Donc là, ça se déterminera un petit peu en fonction des orientations. Juste pour illustrer, dans le camembert cœur de lion, on va retrouver un certain nombre de cultures aromatiques qui produisent du diacétyl et du CO2. J'en dirai pas plus. Il n'y a pas que dans le cœur de lion, on va en retrouver également chez les consommateurs. Alors on était dans notre cube, on a du lait, dans ce lait on ajoute donc des fleurs d'acidification, et à ces fleurs d'acidification, on ajoute également, du moins on complète cet apport par. Alors si on ajoute des fleurs d'acidification, on va ajouter des fleurs d'affinage, exactement. Et dans ces fleurs d'affinage, on va trouver, très bien, candidum, exactement. Donc ça, c'est les deux au minimum qu'on va trouver à l'intérieur de la fabrication de notre camembert. Et puis à côté de ça, on va retrouver très souvent à côté, on le verra à l'intérieur de la formule, du FA4, il me semble, qui est un cocktail de levure, qui vont être là pour doper un petit peu l'activité de fleurs d'affinage. Vous appelez ça comment? Le FAA4. Alors là, c'est pareil, c'est une référence commerciale, donc aucun intérêt. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ajoute un petit cocktail de levure. Voilà. Donc 1, des ferments d'acidification, 2, des fleurs d'affinage, 3, qu'est-ce qu'on ajoute dans le lait? Tu l'as cité. Du chlorure de calcium. Alors le rôle des fleurs d'acidification, acidifier notre lait. D'acidifier le lait. Et ensuite, la pâte fromagère. Oui. Ah. Oui, mais, oui, non, mais oui, non, mais oui, oui. 1, acidifier. 2, les fleurs d'affinage, quel est leur rôle? De permettre d'avoir un duvet en fait. La formation de la croûte. Oui, donc permettre d'obtenir un duvet, donc la formation de la croûte, donc c'est-à-dire un feutrage satisfaisant et convenable sur la croûte de notre fromage, mais également participer progressivement à l'évolution de la texture et des qualités organoleptiques du produit. 3, le rôle du chlorure de calcium. Oui, alors souvenez-vous d'un mot qu'on a utilisé aussi mardi dernier. Restaurer les qualités fromagères. Wow, très très bien. Et quand on restaure les qualités fromagères, on améliore la fermeté du gel, on améliore la tenue du gel pendant la phase de décaillage, et on va améliorer ensuite les conditions d'évitage. Vous voyez? Donc par le fait, on a défini simplement les 3 entrants et leurs fonctions principales. On passe à la suite. Le lait est prêt, on a ajouté dedans tout ce qu'il faut. Alors on va laisser le lait en maturation chaude pendant un certain temps, donc 20 à 25 minutes en fonction de l'évolution du pH. Parfois ça peut être plus, dans certaines technologies ça va à 35, 40, 45, 50 minutes. Oui. Ensuite, on va envoyer le lait en bassine, exact. Et ensuite, comme tu l'as dit, Vincent, on va procéder à l'entraînage. Exactement. Et là, pendant la prise, ou du moins pendant la phase de coagulation, qu'est-ce qu'on va chercher à contrôler? On va contrôler le pH. On ne met pas la présure dans la cuve et on la met en pH. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une très bonne proposition d'ailleurs qu'on va faire. Comme ça, on va voir pourquoi on ne le fait pas. Alors en réalité, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et on ne peut pas le faire. Mais ça serait intelligent ou très intéressant de pouvoir le faire, mais on ne peut pas. Pardon? Non, c'est aussi parce qu'on ne peut pas toucher les pays en même temps.
si on emprésurait sur les cubes, il faudrait ensuite qu'on remplisse nos bassines très rapidement. On a combien de temps à partir du moment où on a mis la présure pour arrêter tout le brassage du lait? Il ne faut plus que le lait soit mis en agitation. Combien de minutes après? Voilà, 2, 3 minutes, 4 minutes maximum. Ça va dépendre beaucoup du temps de prise. Mais si votre temps de prise est de 6 minutes 30, 7 minutes, comme on le retrouve sur certains coagulateurs, eh bien vous avez intérêt à arrêter tous vos brassages, donc votre agitation mécanique, dans la minute 30 qui suit l'incorporation de la présure. Car si le lait est en mouvement, ou toujours légèrement en mouvement pendant la phase de coagulation, vous risquez de feuilleter le gel. Donc d'avoir une stratification à l'intérieur du processus de coagulation. Ce qui va générer ensuite des pertes, et donc par le fait un défaut de rendement, donc un défaut de productivité. Donc en réalité, ça signifie qu'on a très peu de temps à partir du moment où on a emprésuré. Et nous, vous allez voir, on va mettre en moyenne 2 minutes pour remplir une bassine. Donc par le fait, on s'aperçoit que ce n'est pas compatible avec le remplissage de l'ensemble des bassines qui sont présentes ici. C'était une très bonne question. Donc j'attends aussi que vous me posiez de la même façon des questions qui nous permettent d'expliquer le pourquoi des choses. Alors par contre, en opposition, on s'apercevra que lorsqu'on travaille en technologie pas de pressé, on est capable de travailler sur des très gros volumes. Puisque dans certaines entreprises, on va travailler des cuves de 15 000, 18 000, 20 000, 25 000 litres. Mais là, la particularité, c'est qu'on va vider la cuve d'une fois. Et la cuve sera vidée uniquement au moment où on obtiendra le mélange caillé-sérum avec un caillé qui aura toutes les propriétés physiques et chimiques attendues. Donc, on ne vidange pas une cuve à l'emprésurage, on vidange la cuve lorsque la fabrication est terminée. Et là, c'est envisageable parce que le moulage se fait très rapidement. En technologie pâte molle, on ne peut pas effectuer des moulages tels qu'on le fait dans le cadre d'une fabrication des métals avec des cloches sous vide. Pourquoi? Parce que nous, on travaille sur des petits fromages de l'ordre de 200 grammes, 250 grammes, alors que sur des fabrications des métals, vous travaillez sur des unités de 80 kg. 80 kg, ça va correspondre grosso modo à 900 litres de lait mis en œuvre. Donc si vous avez 20 000 litres, ben, ça va correspondre à 22, 24 meules. Donc c'est tout à fait envisageable d'avoir un dispositif de moulage pour 24 fromages. Et d'ailleurs, vous allez voir que nous, une bassine correspond à 20 fromages. Par contre, compte tenu qu'on n'est plus du tout sur les mêmes passes, on n'est pas sur les mêmes rapports de volume, donc on est obligé d'adapter la technologie en fonction des caractéristiques du produit fini. Et donc par le fait de sa masse. Masse de cahier, masse de matière grasse, masse de matière protéique nécessaire ou devant être mise en œuvre lors de la fabrication. D'accord? Alors on est arrivé à l'emprésurage. Pendant l'emprésurage, qu'est-ce qu'on va contrôler? Et pendant la coagulation, on va contrôler le pH. On va contrôler bien entendu immédiatement en même temps la température. Et ensuite, dans les minutes qui suivent, on va contrôler La prise. Oui, Oui, la prise. la prise, le temps de prise. Alors il est vrai qu'on pourrait également contrôler l'acidité. On le fera par curiosité, mais on la contrôle de moins en moins, cette acidité. Tout simplement parce qu'on utilise de plus en plus le pH mètre. Et compte tenu qu'il y a une corrélation entre pH et acidité, donc on se dispense de faire l'acidité, entre autres sur les laits, même sur les lactosérums. Alors après, on peut le faire pour caractériser le lactosérum, pour savoir si c'est un lactosérum ou un lactosérum. Mais par le pH, on est également capable de le faire. Oui. Alors sachant que dans la plupart des analyses chimiques et dans les cahiers des charges des produits finis, très souvent, ce n'est pas l'acidité qui apparaît, c'est le pH. Donc c'est véritablement le pH qui va être finalement notre facteur de conduite, paramètre. De toute façon, le pH reste notre principal indicateur. Ensuite, c'est l'acidité d'Orny qui nous permet de mettre en confrontation nos deux résultats. Mais on se fie toujours au pH et non pas à l'acidité. Exact. Alors, sachant qu'à un moment donné, la confrontation des deux résultats peut être intéressante puisqu'elle permet d'évaluer en partie ce qu'on appelle le pouvoir tampon de la matière. Mais là, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Donc, on a emprésuré, on contrôle le temps de prise. Le temps de prise, je ne l'explique pas. On a des experts en fromagerie dans cet atelier, donc ils pourront le faire le moment venu. Ensuite, le gel va finalement, se raffermir. Et lorsque le gel sera suffisamment ferme, il sera tranché, décaillé. Ensuite, on va laisser une phase de temps de repos sous sérum pour que le caillé continue à s'égoutter. Et lorsque le caillé sera suffisamment égoutté, on passe sur la mouleuse et là on procédera à l'égalisation, donc la répartition de la masse caillée à l'intérieur du bloc moule et donc des 20 fromages. Alors, comme on fera un petit peu le bilan massique, et bien demain matin, ceux qui seront chargés de faire le bilan massique,
et d'élaborer un petit compte rendu, eh bien, auront également à charge de faire une étude statistique de la distribution des poids. Donc, est-ce qu'on contrôlera toutes les clés? Pas nécessairement, mais on pourra en contrôler au moins 4 ou 5. Et de là, d'essayer de déterminer une méthodologie pour améliorer l'égalisation. D'accord? Donc, compte tenu de la distribution des poids, est-ce qu'on peut proposer une méthodologie permettant elle-même d'essayer d'améliorer l'égalisation? Donc, concernant l'égalisation, ça veut dire que d'ores et déjà, je ne vous donne aucune information. Je vous laisse faire l'égalisation telle que vous l'avez déjà pratiquée. On contrôlera le fruit de votre travail. Et de là, je vous inviterai à apporter un certain nombre d'observations. Alors, est-ce que ces observations sont exactes? L'idéal, ce serait de les retester. Alors, on aura une deuxième fabrication de protocole à venir, donc ça va être en 3e semaine. Donc, en fait, on pourra tester les propositions. D'accord? Vous êtes plutôt test de la boutonnière ou test à la poche par rapport au Alors, en contrôle technologie pas de PC, on est plutôt test à la poche. En technologie pas de molle, plutôt test à la boutonnière. Ouais. Alors, sachant que moi je le teste à la boutonnière, j'ai beaucoup de difficultés à l'apprécier, donc je suis plutôt encore test à la poche. D'accord. Même sur des bassines. D'accord. Test à la boutonnière, il faut vraiment avoir une pratique très régulière. Si comme moi je le fais 4 fois par an, je ne vais pas avoir une aptitude fiable. Puisque là, c'est quand même beaucoup du ressenti, un peu d'observation. Bon, si vraiment le cahier est merdique, on le voit. Mais on le voit déjà au moment de la mesure du temps de prise. C'est déjà quelque chose qui va mal se passer. Par contre, le test à la poche va donner des résultats qui sont plus probants. Donc, qui sont moins approximatifs à mon sens. Oui? C'est quoi le test à la poche? Alors, le test à la poche, on le verra lorsqu'on fera les fabrications de pâtes pressées. Il consiste à prendre un outil et laisser l'outil pénétrer à l'intérieur du gel. Et ensuite, avec cet outil qu'on le manipule, essayer d'apprécier le degré de fermeté du réseau. Et entre autres, la cassure. Donc le gel doit présenter une cassure franche et ensuite on observe également la phase d'exudation du lactosérum. Et si le lactosérum expulsé du réseau est clair, limpide, ça veut dire que globalement on n'a pas de grosses molécules susceptibles de dévier la lumière donc, qui passent dans le lactosérum. Donc ça signifie qu'en réalité les caséines sont globalement emprisonnées à l'intérieur du réseau, ce qui est normal, c'est notre objectif, et que les globules gras ont été également emprisonnés à l'intérieur de ce réseau. Donc la transparence, si je puis dire, donc, du lactosérum est un très bon indicateur des pertes, déjà sur le plan visuel. Après, bien entendu, on peut passer à un stade supérieur en faisant, bien entendu, des analyses. Détermination de la teneur en matière sèche, en matière grasse, en matière protéique, des lactosérums, pour voir ce qu'il en est. Donc voilà les grandes étapes identifiées. Vu que c'est un point noir, il y a beaucoup plus de risque de contamination. Tout à fait. Et entre autres, dès que je vais manipuler la vanne, je risque de décrocher des souillures. Donc ces souillures, ensuite, elles peuvent partir côté produit. Et je vais les mettre en circulation sur mon échangeur. Donc tout le temps que je ne touche à rien, généralement, je ne réveille pas le volcan. Donc je ne réveille pas le problème. Dès que je commence à toucher, l'eau. On ne teste pas nos circuits avec de l'eau. Ah non, non. Vous démarrez directement. Son circuit, on sait. Voilà. Il doit être en mode... Donc là, de toute façon, le circuit est sur l'eau. Donc vous faites votre pouce au lait, vous évacuez votre eau au sol, et une fois que vous êtes sur le lait, vous mettez en circuit fermé sur votre pouce. On simplifie, toujours. Simplifier, simplifier, simplifier. Alors l'idée est bonne dans le principe, mais comme c'est un circuit qui n'est pas nettoyé, oui. C'est gênant. Même là, on devrait mettre un coude. Comme ça, on serait sûr de la qualité vectorielle. De préférence, oui, tu vas fermer le. Laquelle? Celle-ci? Non, elle est déjà fermée. Oui, elle est déjà fermée. Non, je ferme ça.
quand tu auras que le lait, et comment on va le faire ça? En fait, là, comment tu vas voir quoi en fait? Qu'il n'y a que du lait. Qu'il n'y a que du lait. Bah, en fait, c'est un peu à l'œil nu. En fait, tu vas voir ton lait au début, il va être transparent. Et au bout d'un moment, tu vas voir c'est par là que ça va sortir. avec la canne. Voilà, ça nous permet. Donc là, tu vas voir. Là, tu vas avoir ta canne, donc il va y avoir de la flotte qui va sortir. Une fois que au début, tu vas avoir du lait forcément, avec de l'eau. Mais au bout d'un moment, tu vas vite t'apercevoir que ton lait est beaucoup plus, moins transparent. Donc à partir de ce moment-là, tu arrêtes donc ton système, tu mets ta canne. Non, tu arrêtes ton système au niveau avec la télécommande, tu verras. On arrête le système, en fait, on arrête la vanne pour l'évacuation. Et tu remets ta canne sur ta cuve pour que ça passe tout le temps en circuit fermé, le temps que ça chauffe. Et on va refermer, mais pas complètement, notre cuve pour essayer de conserver un maximum de chaleur. Parce que là, le lait, il est froid, il n'avait pas été mis en chauffe. En fait, ça fait ça. Donc c'est même d'ailleurs ce qu'on aurait dû faire bien avant de commencer le TP. Attends, si je puisse faire. Vas-y. Ah oui, parce que là, tu as fermé ta vanne à l'égout. Donc là, celle-ci, tu l'ouvriras après, tout à l'heure. Pas La tout de vanne suite. à l'égout? Non, celle-ci. Celle-ci. Oui, Voilà, celle-ci, tu l'as ouverte. Impeccable. Ça va passer donc dans la pompe qui va renvoyer donc dans ton échangeur. Dans le thermiseur. Oui, Hop, là. échangeur. Et je reviens là. Dans la canne et hop. Mais pour l'instant, tu as de l'eau dans ton échangeur. Oui, parce que ça, j'ai voilà. oui, Donc, on du doit coup, pas on va le pousser avec le lait. Et une fois que ça sera du lait, zou la canne là-bas et ça va faire un circuit fermé jusqu'à temps qu'il se réchauffe à la température souhaitée, donc 36 degrés, je crois, Donc, ouais, on de mémoire. là. Oui. Oui. Le circuit est bon. Oui, de toute façon, vu que le circuit est bon. Et là, il y a une super télécommande, normalement, qui fonctionne. C'est la télécommande qui va contrôler qui en fait contrôle les boutons que tu as sur ton pupitre. Démarrage de la pompe, démarrage de. Il n'y a que deux boutons, moi. Oui, il n'y a que deux boutons. Tu fais, moi? Vincent, Vincent, il y a du désinfectant. Vincent, ça fait quoi là? Tu m'expliques rapidement. On a mis un certain volume de désinfectant dans les bassines, ce qui va nous permettre, dès qu'on en aura besoin, après les avoir rincés, d'envoyer le lait dedans. D'accord. Ok, donc là tu as ouvert les vannes d'aller et retour du chauffage. Ok. Là c'est en mode régulation marge, donc on va voir que la température augmente petit à petit. Ok. Comment agit? Est-ce que tu mets ton chlorure de calcium, tout ça? Non, voilà, déjà ils n'y sont pas parce que ton lait n'est pas à 36, ça serait. Enfin, on peut les mettre avant parce que généralement, moi je les mets toujours quand ils sont vers 30 degrés, parce qu'en fait, il y en a certains qui vont quand même commencer à se développer et vraiment à 36, ils vont avoir l'optimal. Ça permet de préparer un peu plus vite ton lait. Après, bon, c'est un détail technique, plus ou moins. D'accord? Merci. T'es prêt? Tu te mettras au milieu de la salle. Tu demanderas de silence. Pour ceux qui veulent réhydrater les ferments avec le lait, il y a Loïc qui avait. C'est bon ça? Oui. Tu le renverses. Tu bascules la douche. Voilà. Ça va mettre la salle de boutage en marche, si jamais tu veux. Donc là, tu veux commencer à mettre tout de suite la salle d'égouttage en marche. La salle d'égouttage en marche. Ils nous ont demandé de régler à 34 degrés et sans humidité. Donc il est déjà en mode auto.
sur la salle d'égouttage numéro 1. Je vais le monter à 34 degrés. « 34 hein. C'est cela. Voilà. Et la température va se réguler. Introduirez moins de lait par fromage. Voilà. Donc il y a une certaine logique, puisque finalement un fromage, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine quantité de matière sèche. Et en gros, dans le cas d'un camembert, on a l'objectif à l'emballage dans un produit qui fasse au moins 44% d'extrait sec total. Donc on passe 56% d'humidité. Pour fabriquer cet extrait sec, il y a un extra de concentrer de façon privilégiée à l'intérieur de la pâte tout au long du processus d'égouttage, la terrasse et la matière protéique. Donc les deux composants nobles du lait qui constituent la matière grasse et la matière protéique vont être au regard de la technique d'égouttage que l'on emploie concentrés dans la masse fromage. Et bien entendu, si on a plus de pâte, vous pouvez concentrer plus rapidement. Donc le litrage unitaire est directement influencé par la matière sèche noble du lait de départ, matière grasse et matière protéique. Donc là, tu as ajouté tes ferments. Ouais, là, Pierre, tu as quoi là? Je mets les ferments. En fait, toi, tu as chloradanica mésophile et des streptococcus et thermophiles. On va avoir un petit retard sur le processus d'acidification. Sachant que là, c'est lesquels? C'est les mésos. Par contre, c'est bizarre. Bon, je mets les calcium. Ben oui, c'est ça. Faut le diluer. On a dit combien? Diluer là? Ah, je sais pas. Il y en a qui le diluent, il y en a qui le diluent pas. Tu demandes à Thierry. Moi, généralement, je le dilue un peu. 64 millilitres. Mais des cellules. Je le dilue dans combien? Tu mets 64 millilitres Ouais. et ensuite tu remplis jusqu'à 100 millilitres ou 150 avec D'accord. Je suis d'accord avec toi. Donc là, c'est le chlorure de calcium. Alors, le chlorure de calcium est ajouté au lait pour augmenter les rendements fromagers, améliorer le gel et l'égouttage. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça, j'ai personne derrière moi. Voilà, donc on est réunis ici, dans cette petite salle. Ah bah non, ouais. Tu t'approches. Tu t'approches. Non, mais on a le bruit de la cuve derrière. Là, ouais, mais il y a encore des places là. C'est pour ça qu'on vient ici, c'est parce qu'on a moins de bruit quand même, c'est énorme. Non, non, allez-y, approchez-vous encore. N'ayez pas peur. Alors, on vient d'ajouter dans notre lait donc, un certain nombre d'auxiliaires de fabrication, dont les ferments. Hein, donc tout à l'heure, on a parlé des ferments lactiques mésophiles, on a parlé des ferments lactiques thermophiles. Donc les lactococcus appartiennent bien au groupe des mésophiles, et le streptococcus thermophilus, comme son nom l'indique, appartient au groupe des thermophiles. Donc il est très fréquent en industrie laitière d'utiliser les deux. Dans le cadre de la fabrication du camembert, vous avez pu remarquer que la flore dominante, ça va être le mésophile.
Alors tout simplement parce que les températures de fabrication vont être au voisinage de 35-36 au début de la fabrication. Donc on va être au taquet par rapport à l'utilisation optimale donc, des mésophiles. Et on va être assez loin de l'optimum des thermophiles. Et ensuite, tout au long de la fabrication, la température va avoir tendance à baisser très progressivement pour atteindre demain matin 18-22 degrés. Et donc par le fait, là, on aura une activité qui sera quasiment exclusivement donc, une activité mésophile. Est-ce qu'on pourrait fabriquer du camembert en utilisant que des ferments mésophiles en ne mettant pas du tout de thermophiles? Oui. Nous, on utilise des thermophiles en situation pédagogique pour pouvoir aborder un petit peu les deux types de grandes familles. Mais on pourrait tout à fait fabriquer du camembert avec uniquement des mésophiles, puisque là, en termes de gradient de température, bah, finalement, la fabrication ne se prête pas réellement à une utilisation de thermophiles. Par contre, lorsqu'on fabrique du carré, comme on le fera dans une quinzaine de jours, eh bien dans le cas du carré de Normandie, on va travailler avec à la fois des thermophiles, mais qui vont être cette fois-ci la flore dominante, puisqu'on va travailler à une température d'emprésurage de 40 degrés, et on ajoutera en flore sous-jacente des mésophiles. Donc compte tenu des températures d'emploi et des contenus de travail, eh bien on va choisir l'une de ces cultures. Alors sachant qu'il y a également un deuxième intérêt, c'est que lorsqu'on utilise des thermophiles, eh bien les thermophiles ont cet avantage, c'est que dès qu'on joue sur la température, bien entendu, de travail, eh bien on va fortement influencer leur degré d'activité. Et donc par le fait, si à un moment donné je constate que j'ai une acidification qui est anormalement rapide, eh bien en jouant sur la température d'acidification, donc via la température des zones d'égouttage, eh bien je pourrais facilement freiner l'activité de mes bactéries lactiques thermophiles. Donc je vais pouvoir, par le jeu des températures, agir de façon très efficace et rapide sur le degré d'activité et donc par le fait sur la vitesse d'acidification observée pendant la production. Donc généralement l'emploi de bactéries thermophiles, bactéries lactiques thermophiles, va me permettre, bien entendu, donc d'orienter mon produit plutôt vers un caractère de type pâte stabilisée. La stabilisation étant effectuée par la baisse progressive des températures, provoquant le blocage donc de l'activité des bactéries thermophiles. D'accord? Ce qui n'est pas véritablement le cas des bactéries mésophiles, puisqu'une bactérie mésophile continue d'être active jusqu'à une température de 11-12 degrés. Donc c'est plus les conditions du milieu, en termes de disponibilité du lactose et pH, qui vont être les facteurs limitants de l'activité des bactéries lactiques mésophiles. Par contre, le premier paramètre sur lequel on pourra jouer pour bloquer le développement des bactéries thermophiles, c'est la température. Et comme nous, en fabrication fromagère, la température est un levier finalement sur lequel on peut jouer très facilement, eh bien, on va justement orienter nos recettes et introduire des cultures pour pouvoir justement jouer plus ou moins facilement sur ce levier. D'accord? Alors dans le lait, on l'a dit, on a ajouté nos fleurs d'affinage. Bon là, je ne vais pas en dire beaucoup plus, sachant que dans le document que je vous ai remis, ben, vous avez tout un certain nombre d'explications sur le pénicillium, le géotrichum et donc les levures qui sont utilisées donc, dans le cadre d'une fabrication de camembert. À savoir néanmoins que les fleurs d'affinage interviennent dans le processus inverse de l'activité des bactéries lactiques. Entre le moment où j'ai introduit les bactéries lactiques et le moment où le fromage va rentrer en cave, eh bien on va s'apercevoir que le pH du lait et ensuite de la masse fromage ne va pas arrêter de descendre. Tel est si bien qu'on a commencé à travailler avec du lait dont le pH à réception était au voisinage de 6,78, 6,80. Lors de sa mise en production, donc en réception maturation secondaire, il était au voisinage de 6,55, 6,59. Et à l'issue de la conduite de la maturation secondaire, il a un pH qui doit être au voisinage de 6,35. Ensuite, tout au long de la fabrication, le pH va continuer à décroître et on va le retrouver à une valeur qui va être théoriquement demain matin de l'ordre de 4,80. Donc, décroissance progressive du pH en une vingtaine d'heures qui va l'amener de 6,80 à quasiment 4,80. Donc, facile à retenir. Et ensuite, pendant tout le processus d'affinage, eh bien, de façon opposée à ce que je viens d'expliquer, eh bien, les flores d'affinage, elles, vont permettre une alcalinisation du milieu. Et donc, par le fait, en quasiment 7 semaines, le pH va remonter de 4,80 et se retrouver en fin de vie sur le produit à des valeurs de pH au voisinage de 7, 7,10, 7,20, 7,30 pour un camembert, voire même 7,50, 7,60 si vraiment on est en toute fin de vie. Alors là, vous avez un fromage
qui est tartinable, qui est coulant, qui n'a plus de cœur plâtreux. Alors la remontée du pH est liée au fait que les fleurs d'affinage vont tout simplement utiliser le lactate de calcium, qui est en fait donc l'acide lactique, le consommer, et en consommant l'acide lactique, elles vont bien entendu provoquer cette alcalinisation du milieu. Alors il y a aussi un deuxième phénomène qui intervient plutôt en fin d'affinage. Exactement, donc entre autres les phénomènes de protéolyse. Et lorsqu'on arrive sur de la protéolyse fine, eh bien on commence à avoir un début de production d'ammoniac. Et l'ammoniac est un élément déjà qui est fortement soluble, donc qui va se dissoudre dans l'eau du fromage. Et l'ammoniac est également un agent alcalin. Donc par le fait, les deux facteurs combinés, la consommation du lactate de calcium et la présence d'ammoniac, vont finalement provoquer cette alcalinisation du milieu. Alors en quoi cette alcalinisation du milieu est intéressante à connaître? Eh bien tout simplement parce qu'elle va avoir un effet booster sur l'affinage. À 4,80, un produit ne s'affine pas. À 5, quasiment pas. À 5,20, 5,30, ça commence à bouger. Et au-delà de 5,60, 70, 80, on commence à avoir une activité enzymatique intéressante. Et au-delà de 6,50, l'activité enzymatique est quasiment à son optimum. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, chaque enzyme a un pH optimal d'activité. Bien entendu, si je m'éloigne de ce pH, bien finalement le processus d'affinage est lent. Si je m'approche du pH optimal, le processus d'affinage s'accélère. Et dans le cas d'un camembert, ou voire même d'un fromage de façon générale, eh bien le pH et l'évolution du pH pendant tout le processus d'affinage va être un élément clé qu'on va devoir plus ou moins maîtriser si l'on veut une pâte stabilisée ou pas. Quand je veux fabriquer un camembert, le produit doit être affiné à cœur en fin de vie. C'est un produit dont la durée de vie est limitée, parce que ce n'est pas un produit stabilisé. Tout au long de son affinage, ses qualités gustatives évoluent. Et donc par le fait, on ne va pas chercher à bloquer la remontée du pH. Donc on ne va pas rechercher à avoir d'effet tampon particulier à l'intérieur de la pâte. Par contre, quand je fabrique un fromage de type stabilisé, qu'on appelle également solubilisé, eh bien c'est un produit qui a 15 jours après le début de l'affinage, va quasiment conserver la même texture de pâte pendant les 3, 4, 5, 6 semaines qui vont suivre, sans développement particulier du goût et des qualités gustatives. Et ça, c'est dû en particulier au fait que globalement, le pH de la pâte va rester assez stable pendant toutes ces semaines. Et donc, on ne va pas avoir d'effet d'accélération du processus d'affinage. Alors, on va également utiliser des fleurs d'affinage qui auront été identifiées pour leur faible activité lipolytique et protéolytique. On n'est quand même pas des malades. Donc, on va mettre toutes les chances de son côté. Mais pour stabiliser la pâte et empêcher sa remontée de pH, eh bien, on va chercher à observer sur la pâte un pouvoir tampon marqué. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir tampon? Alors tout à l'heure, Pierre, lors d'une petite conversation, me rappelait qu'il avait fait un DUT de biochimie, biologie. Alors, tu as dû voir la notion de pouvoir tampon. Oh, ça lui dit rien. Pouvoir tampon, Justine? C'est compliqué, donc je n'explique pas. Je garde ce savoir pour moi. Vous voyez comment elle est, hein? Elle est comme ça, Justine, tout le temps? Elle veut rien échanger? Non? Elle échange avec vous? Oh oui, je fais des commentaires quand vous n'êtes pas là. Ouais, je vois ça. Dis donc, je dois avoir un gros effet sur toi. Hein. Je te bloque complètement. Oui. Ouais. Je vais te faire avaler un verre d'enzyme, tu vois, ça va te débloquer à bloc. Ouais. Alors, qui veut me commenter le pouvoir tampon? Non? Angelica? Marine? Alexandre? Ouais, Alexandre. Je sais pas. Ça évite une variation, non? Ça évite une variation, oui. C'est assez proche de la réalité. Ce qui permet que... si on- Je vois que Loïc veut prendre la parole. Non? Ah, j'avais l'impression que tu étais prêt à démarrer. Tu sais que tu étais comme sur le starting block, mais au niveau de la bouche. C'est pour stabiliser le pH, Oui, ça stabilise le pH, mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer simplement en faisant une courbe? Ouais, Généralement, tu as les réponses à tout. Mais celle-là, je me souviens plus. Merde alors. c'est un peu... Donc généralement, lorsqu'on prend une solution qui a un pH 7,
et que j'ajoute au goutte à goutte une solution acide, eh bien on va constater, hein, Ah si, c'est le moment où elle reste stationnaire. voilà, En on va fait, le constater pH, une baisse très progressive du pH, et cette baisse très progressive du pH va être assez linéaire. Lorsqu'on a un pouvoir tampon, eh bien, malgré qu'on augmente la quantité d'acide, on va s'apercevoir que le pH ne va plus descendre. À 4,6, il n'y a pas un truc. Alors après, Ouais. ça va dépendre de l'élément qu'on va utiliser. Ce qui est un bon indicateur du pouvoir tampon, c'est le rapport calcium sur l'estracé dégraissé aussi. Alors par contre, pour nous, justement, le pouvoir tampon est lié à la présence du phosphate de calcium. Hein. Et c'est le phosphate de calcium qui indirectement va justement, au niveau de la pâte, stabiliser soit la descente du pH, soit stabiliser sa remontée. Et dans le cas, nous, du processus d'affinage, la forte présence de matière minérale dans la pâte va être un élément très important parce qu'elle va nous permettre de ralentir la remontée du pH. Donc je passe mon produit en cave, le pH remonte légèrement et arrivé à un moment donné, le pH va rester quasiment constant. Et il va rester constant tout le temps que les minéraux qui sont présents à l'intérieur de ma pâte vont être capables d'exprimer leur pouvoir tampon. Donc leur capacité à empêcher cette remontée du pH. Et donc au bout d'un certain temps, ça va finir par redémarrer. Donc en réalité, ça nous permet d'avoir un report dans le temps de cette remontée du pH. Et c'est vrai que, pourquoi il y a un groupe 3 qui suit justement le calcium? Parce que le calcium est véritablement très très important dans tout le processus fromager. Important pendant la coagulation, important pendant la synérèse puisqu'il va permettre la contraction du réseau, et important pendant l'affinage parce qu'il va expliquer ou pas la vitesse à laquelle le pH va pouvoir remonter. Et également pendant l'affinage, parce que les minéraux vont migrer à l'intérieur de la pâte tout au long du processus d'affinage, et les minéraux vont intervenir de façon très importante sur la texture de la pâte. Le sel, Et donc l'organisation du salage du réseau. aussi, principalement Alors, au moment de l'affinage. Alors le sel, en quoi tu le fais intervenir? Parce que moi quand je parle des minéraux, c'est hors sel. Hein. Oui, mais après, de toute façon, quand on va le saler, le sel va intervenir d'abord sur la formation de la croûte, Oui. avec les ferments d'affinage, Oui. sur la texture de cette croûte d'ailleurs en même temps. Oui. Parce que, et souvent, en fait, on complète... Qu'est-ce que tu entends par texture de la croûte et la formation de la croûte et... Est-ce que c'est le sel qui va permettre de voir apparaître le feutrage blanc? Non. Enfin, Non. il en fait partie parce que... Il en fait partie. Si on ne mettait pas de sel. Si on ne mettait pas de sel, on aurait un développement... enfin, on en aurait quand même parce qu'on aurait un développement du coup beaucoup trop important. Et en fait, c'est l'équilibre en fait du sel avec le milieu, avec l'équilibre du milieu qui permet en fait de... le sel nous permet en fait de maîtriser le développement de nos germes de surface. Voilà. Donc la présence de sel sur la croûte va nous permettre d'avoir un effet sélectif sur le développement des flores et on va dire en quelque sorte de limiter la présence et l'importance du géotrichome qui deviendrait très rapidement envahissant et donc pourrait générer ce qu'on appelle le défaut peau de crapaud, hein, qu'on appelle aussi... Comment? Peau grasse. Peau grasse, oui, ça doit être ça. Ouais, peau grasse, ouais. Tout à fait graisseux, aspect graisseux. Donc le sel. Alors le sel intervient aussi sur la formation de la croûte, mais là on s'amusera à faire une petite expérience. Donc demain on demandera à M. Dosso de ne pas saler les fromages, du moins de ne pas en saler 2-3 qu'on isolera. Et puis comme ça pendant les 3-4 semaines où vous êtes là, on s'amusera à les suivre. Et puis on le dégustera à l'issue. Et on verra si véritablement ça a eu un impact sur le développement des fleurs et sur la tenue de la croûte. Ça va être des Pères Noël. D'accord? Donc il faudra juste mettre un mot demain matin à monsieur. Donc des petits drapeaux, mettre des petits trucs dessus, des petits pics éventuellement. Voilà, ne pas saler, ne pas saler. Fromage non salé. Et ça permettra d'observer. Mais c'est vrai que dans la formation de la croûte, il faut vraiment le faire pour, sur du Saint-Lois, si on ne sale pas un fromage, il détalonne à bloc. Hein, donc au bout d'une semaine, il est plat comme une galette. J'exagère, mais c'est presque ça. Des questions? Donc là, on a expliqué un petit peu donc, un certain nombre de choses, et entre autres le processus d'acidification et d'alcalinisation, donc tout au long de la vie d'un fromage. Donc la vie d'un fromage, c'est quelque chose de passionnant.
entre en action, hein, peser chaque bassine. Et enregistrement des poids. Alors sachant que là vous pourrez participer, puisque vous allez avoir 7 bassines normalement, voire 8. Donc vous vous mettez en binôme. D'accord? Allez, on y va. Sous-tirage. Alors pour commencer le sous-tirage. Donnez-moi la main du numéro 2. Voilà, sur la pointe des pieds. Ah, il est déjà. Voilà, on a encore 1 minute 30 avant d'arrêter la faire. Et dans 1 minute 30, on arrête la faire. Ouais, voilà. Non. On va s'appuyer. Oui, c'est ça. Non. Ah bah c'est pour que tu doses et que tu passes à l'autre. Là, on sait rien. Alors on peut le faire à deux, le remplissage. Un qui tient la canne et le deuxième qui tient la télécommande. Maintenant, il nous avait. Il disait que c'était mieux de faire ça. Nelly et. Non, bah non, Michel. Tu veux bien? Parce que. Sachant que là, tu es en petite vitesse. Normalement, on se met en grande vitesse au départ. C'est comment la grande vitesse? T'arrêtes. Ça va plus vite. Donc là, je fais ça. Non. Voilà. Alors c'est à ce stade qu'on va prélever l'échantillon de lait pour le calcium. Et c'est également à ce stade qu'on va prélever l'échantillon de lait pour la matière grasse. Comme ça on le fait bien pendant la phase de remplissage. On a un échantillon représentatif. Des poids par bassine, c'est ça? Et il fallait combien de... 42,100 en kilos? Oui, kilo. En litres, ça faisait 40,8 litres. D'accord. La première bassine, on a obtenu 42. Ok. Donc, toi, tu fais donc les prélèvements d'échantillons, c'est ça? Matière grasse. Matière grasse. Ok. Là, tu brasses ton lait. Ok. Là, tu as ajouté ta présure. Ah oui, je sais pas l'heure à laquelle. Sur la vidéo, tu vas voir. Peut-être. Je sais pas. Non, bah, c'est pas grave, tu retiens 58 et puis c'est tout. 58, 10 heures, hop, un zoom. Au pire, là, t'auras peut-être un gel beaucoup plus ferme et puis c'est tout. Et de la présure animale issue de la caillette du veau. Voilà. Au nom d'un grand général français de la Première Guerre mondiale, le général Berthelot. Moi je tourne et au fait visuellement tu vois. Tu vois que ça a commencé à. Ouais. Aussi, on peut le faire. Regarde l'autre elle a été enregistrée. Regarde la C'est bizarre ça. Celui-ci il va pas tarder pour lui. Tiens, il y a un truc dans le lait. Il y a un truc. C'est de la vanille. Donc il faut bien dire que c'est une différence, parce que tu dis c'est le temps de prise. Non, c'est quand même un calcul. Alors pour toi ça te semble logique, mais il faut l'expliquer. Très bien. Donc essayez d'observer sur la matière. Donc si vous avez les mains propres, vous touchez le lait, vous touchez cette bassine. Déjà, touche puisque plutôt... cette bassine va être notre indicateur. Alors là, c'est pas un bon indicateur. Bien entendu coagulée. C'est plutôt sur La celle-ci bassine que tu numéro devrais 2 regarder. va être en phase de coagulation, ça y est, elle est en train de partir. La matière est en train de s'épaissir. En fait, au début, On le voit, hein. donc, sur celui-là par exemple, On voit sur le tu doigt, tournes ton doigt les gentiment flocons, comme ça. les agrégats de Et tu vas voir s'il caséine y qui a des apparaissent. flocons, voilà, ou Donc des là, on a agrégats de beaucoup caséine. d'agrégats de caséine Donc, qui un sont petit en peu train de là. se bah, former. mais ça c'est très peu On encore. parle de Parce que tu vois, flocons depuis de le temps que caséine. je trempe mon doigt, pour l'instant il
Il n'est pas encore pris. D'accord. Parce que si tu vas sur celle-ci, Maintenant, on a du cahier. tu vois, tu le On a du remontes. coagulum. Et quand tu continues à Donc, faire ça, amusez-vous sur ton doigt, sur la bassine numéro 3, le tester là, ce tu temps vois, de prise. on va avoir Alors, sachant que votre temps de prise, des flocons. il devra apparaître dans les 2 minutes. Ah, c'est Voilà. rapide. Donc, vous restez sur la bassine, vous l'observez. Et là, par rapport à tout à l'heure, normalement, tu vas avoir un changement. Voilà, une fois qu'on aura En observé fait, ce plus temps de ça va prise, aller, on va pouvoir, plus ton doigt va rester en passer fait par les blanc. vestiaires, se Et changer. c'est après qu'on va s'apercevoir qu'il y a... Sachant que l'objectif c'est d'être autour dans En fait, c'est très rapide, en 16, 24, 24 et 4, 28. La première bassine, on commence à a en observé avoir la un peu. coagulation, il était... Donc d'ici une minute, on devrait être pas mal. 10h06 plus 28. 10h06. Vas-y. Donc là, tu procèdes au décaillage. Ok. Comme suffit. On fait un démêlage et on bascule sur la mouleuse. Et on regarde le comportement au moment de l'égalisation. D'accord? Donc ça veut dire dans 2 ou 3 minutes. Bassine directement au niveau de la table de moulage. Pour pouvoir le quantifier. Non, on ira chercher des bassines dans la zone de préparation des laits. Donc si vous pouviez en récupérer 3-4. En fait, là, une fois que... là, en fait, une fois qu'on l'a décaillé, on laisse... ils ont fait des brassages, et après, on le laisse en repos, comme ça, l'exudation fait que nos grains de cahier tombent en fond. Et c'est la quantité de sérum aussi, après, qui va nous permettre de déterminer plus ou moins combien de sérum on a éliminé, combien de cahiers on obtient sur le fromage. En fait, ça détermine les pertes matières qu'on a pendant la fabrication. C'est où les bassines? Oriente. Vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette répartition, égalisation et du comportement? Il y en a beaucoup. Ah ouais, c'est vide aussi le papier. Est-ce qu'on peut éviter encore un peu plus? Oui, on peut éviter encore un peu plus. Alors, l'objectif, c'est d'avoir un temps d'égalisation qui soit de l'ordre de 20 à 30 secondes par rapport au début du moulage. Vous voyez que là, on va aller au-delà. On va certainement être autour de la minute, peut-être même encore au-delà de la minute. Donc, on peut encore attendre, donc c'est-à-dire qu'on a laissé 5 minutes de temps de repos sous sérum, on peut laisser largement 10 minutes. Alors finalement, vous avez utilisé l'outil de tranchage qui était un peu fin, mais comme on avait un lait qui s'est assez mal comporté au niveau fromager, finalement, vous avez fait une erreur qui va peut-être nous permettre d'éviter d'avoir des fromages trop humides. Bon, c'est assez rare d'avoir des groupes comme ça qui arrivent à s'élever sur la table d'évitage. Vous l'aurez mis sur la table d'évitage. Donc là, ça c'est le sérum moulage. Et ensuite, ça sera le sérum première retourne. D'accord? Alors là, il y a un problème, s'il n'y a pas de vélo, ça. Que ce bloc moule. Donc, si on monte là-dessus, on va être dans le caillot. Donc, la deuxième bassine a attendu 10 minutes. Faut espérer. On a demandé de 5 minutes le temps de repos sous sérum ou pas? À peu près. Bon, ben, on va voir le comportement.
m'expliquer pourquoi tu vas refaire une série de brassages. Donc en fait, là on va brasser uniquement pour exuder encore un peu davantage du sérum, parce qu'on va le laisser reposer sous sérum un peu plus longtemps, parce que là-bas sinon on a une répartition qui dure. Là le but de rebrasser un coup, c'est d'éliminer à nouveau encore un peu plus de sérum. Et c'est 5 fois de brassage. C'est de présenter justement qu'est-ce que c'est la HAP. Et de là, vous pouvez revenir sur une notion qui peut être intéressante à présenter aussi demain, c'est quelle est la HAP des grandes familles de fromage. Et on a parlé un petit peu, lorsque je vous ai présenté les grandes familles de fromage, on a parlé avec l'Organisation mondiale de la santé de la classification des fromages en fonction de la HAP. Et là, vous pouvez vous amuser à rebondir sur cette classification et citer quelques exemples de fromages avec des HAP très élevés et très faibles. Donc là, ça va permettre d'illustrer pour l'ensemble du groupe. L'objectif, c'est de faire ça sur 5 diapositives. Moi, je les collecte, je les compile, je les copie à tout le monde. Tu m'expliques rapidement qu'est-ce que vous êtes venu faire au labo. Alors, là, on est venu analyser la matière grasse dans le lait. Donc, on met dans un tube à essai 10 ml d'acide sulfurique. Puis, on ajoute 11 ml de lait. Et on laisse couler lentement. Puis, sous la hotte, avec gants et masque et lunettes, on met 1 ml d'alcool amylique. Puis après, on va le voir boucher le butyromètre. On agite et on retourne. Après, on met dans la centrifugeuse pendant 5 minutes. Puis, on met dans le bain-marie à 5 minutes à 70 degrés environ. Puis, après, on fait une lecture en grammes par litre. Tu peux m'expliquer rapidement ce que tu as fait, Pierre? Donc on a pris 20 ml d'échantillons, donc lait ou lactosérum. Et ensuite on a complété avec de l'eau distillée. Puis on a ajouté un indicateur coloré qui est le Patenay Reader avec de la soude. Et donc là on titre avec de l'EDTA. Et ça nous permet de savoir de connaître. C'est un calcul qui est. C'est pour la détermination du taux de calcium du lait. D'accord. Donc là il est à 12,7. Ouais. Là, ça. Et donc ça, la détermination du taux de calcium, vous le faites sur... Après on a un calcul. Parce que là je vois les 1, les 2. Ouais, en fait, on a fait 2 fois sur le lait. Vous l'avez fait 2 fois sur le lait, vous allez le faire aussi sur le... Sur le lactosérum. Sur le lactosérum, mais ça sera fait après. Ça sera fait après. Apparemment ça doit être 30% de ce qu'il y a, on va tourner autour de 4 quelque chose, à mon avis. Enfin, logiquement, c'est le lactosérum. Donc là c'est le lactosérum avec la Pareil, donc c'est le même... Avec les mêmes ajouts après dedans. Quoi. Enfin, je fais le temps, toi. Tu l'as mis dedans? Tu l'as mis dedans le bordel? Ouais, c'est bon, il est là. Cher visionneur admiré.
cher visionneur, ça peut être un pied. Tu m'étonnes que tu sois motivé à y aller. Pour mettre ça en accéléré dans le Et donc là, en fait, vous avez fait la matière grasse donc sur du lait, sur du lactosérum. Ouais. C'est ça? C'est exactement ça. Et du coup, c'est le lait avant qu'on a mis les ferments au tout début et après qu'on a mis la présure. D'accord. Et pour le lactosérum, c'est le premier. Pour le lactosérum, c'est pour le premier moulage et. Non. Le lactosérum, ça allait tout seul, bah, tu sais, quand Oui, on voilà. a moulé directement. Par rapport aux deux bassines. Nous, on a fait Un au moyen, moulage et on l'autre a sur la table de attendu, on a fait dégoûtage. le sérum de tous les. Ouais, d'accord. tous les trucs. Et là, on est à 19. On va bloquer l'égouttage, le problème. Donc demain, on va avoir des fromages qui vont être très costauds, très gros. Si on arrive à remonter la température, on va laisser un peu plus chaud de Le calcium et la matière grasse. On est à peu près un tiers, c'est ça, un tiers de calcium sur le lactosérum par rapport au lait. Ah oui, oui, la valeur de chute de burette, Ouais, voilà. à peu près un tiers Ouais, par c'est rapport à ça, celle par de rapport départ. au lait. Ok. Et quand vous avez fait l'échantillon double, au niveau de l'analyse, vous avez eu des choses C'est à peu qui près, mettent- c'est cohérent. 0,1 millilitre, 0,2, c'est pas le lait. Ils sont bons les fromages. Pour les gens qui travaillent sur le bilan massique, et puis on fera un broyage, et sur l'échantillon de fromage broyé, vous ferez un express sec rapide. D'accord. Ça permettra de calculer grâce au sec. Transmettez la donnée à vos collègues.
À chaque retourne. Ça va ça? Jusqu'au virage du rose au bleu.